Après vous avoir parlé des différents modules, compétences et certifications qui constituaient notre formation, je vais vous parler d'un sujet extrêmement important, c'est l'alternance. Alors, l'ensemble des BPGEPS sont des formations professionnelles, donc qui doivent se faire à la fois sur le terrain, sur un lieu de stage, des lieux de stage, et également en organisme de formation. Pour la formation que l'on organise, qui fait 670 heures de cours en formation théorique, on va l'appeler comme ça, un organisme de formation, il existe deux parcours possibles dans le cadre de l'alternance. On a soit des personnes qui s'engagent sur un parcours de formation dit traditionnel, et eux, elles auront à faire 310 heures d'alternance sur le terrain, ou soit on a des personnes qui vont s'engager dans le cadre d'un parcours d'apprentissage. En tant qu'apprenti, on est salarié d'une structure, et dans le cadre de notre contrat de travail, on a l'obligation de venir se former, et pourquoi pas ici dans le cadre d'un BPGEP. Ici, un apprenti, il va être apprenti du début jusqu'à la fin de la formation, donc pendant un an, et le contrat d'apprentissage va l'amener à réaliser un équivalent de 800 heures de travail dans le cadre de son lieu d'apprentissage, dans le cadre de l'endroit où il a signé un contrat avec son employeur. Donc 310 heures en parcours traditionnel, 800 heures de l'autre côté sur un parcours en apprentissage. Alors, forcément, on se forme à un diplôme qui est généraliste, vous l'avez compris, différents types de publics, différents types d'activités. Nous, dans notre cahier des charges auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports, on a décliné une ventilation horaire de ces 310 heures d'alternance. Un apprenti devra se conformer à cette ventilation parce qu'on doit garantir sa capacité à pouvoir intervenir avec tout type de public dans différents types d'activités. J'y reviendrai dans le détail juste après. Alors, ces 310 heures, elles sont composées de différentes parties. 172 heures à minima à faire dans le cadre de l'initiation aux activités sportives. Donc, on est par exemple dans un club, dans une association, on va s'occuper des équipes de jeunes, des équipes de débutants, éventuellement du baby, voire de pratiques loisirs. Donc 172 heures à minima à faire dans ce contexte-là. Il y a également 70 heures à faire en accueil collectif de mineurs, ce qu'on appelle les centres ARL, les centres de loisirs. 70 heures à faire dans le cadre forcément d'intervention en tant qu'animateur sportif, donc dans la mise en place d'activités sportives au sein d'un centre de loisirs. Et en complément de ces 70 heures, il y a 26 heures à réaliser. Pourquoi pas dans un accueil de loisirs? Alors, c'est pas forcément l'accueil de loisirs traditionnel qu'on va retrouver aux périodes de vacances, ça peut être des temps périscolaires, ça peut être aussi dans une maison de quartier, et là, on demande aux stagiaires de pouvoir organiser des activités physiques de pleine nature. Ce qui est important parce qu'on doit vérifier la compétence à pouvoir réaliser différents types d'interventions. Et puis, il reste un dernier volume horaire qui nous amènera à 310, qui est 40 heures d'intervention en association, mais également c'est possible en entreprise dans le cadre du développement et de l'entretien des capacités de public adulte. En particulier, ça peut être une salle de remise en forme, ça peut être une association qui a pour vocation, par exemple, d'aider des personnes qui sortent d'hospitalisation à se remettre en forme, à reprendre confiance en eux à travers leurs capacités physiques et motrices. Donc, ces 310 heures, ils sont à réaliser au minima, que ça soit en parcours traditionnel, mais également quand on est dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. L'apprenti a 800 heures à faire, mais dans ces 800 heures, il y a ces 310 heures à réaliser à minima. Alors, un apprenti, c'est quelqu'un qui est en contrat de travail, et bien souvent, ces contrats d'apprentissage sont souvent signés avec des structures comme des clubs omnisports, un club de foot, un club de tennis, où il n'y a qu'une seule activité à l'intérieur. Il est aussi possible de signer un contrat d'apprentissage pour intervenir dans une mairie, où là, il y a beaucoup plus de diversité et où on pourra réaliser quasiment tous les types de domaines qui sont demandés dans le cadre de la formation. Mais si vous êtes dans le cas d'un club omnisport, ce qui est régulièrement le cas, ben là, en fait, il va falloir s'organiser avec votre employeur pour pouvoir aller chercher les domaines qui vous sont demandés. Alors, dans le cadre des 172 heures en asso, en général, ça pose pas de problème. Mais il y a la partie qui concerne, donc à peu près l'autre moitié, qui concerne les accueils de loisirs. Donc, ça va être à vous de vous organiser avec votre employeur pour pourquoi pas mettre en place une convention de mise à disposition entre le club et c'est souvent la ville qui organise les accueils de loisirs pour que vous soyez mis à disposition, que dans le cadre de vos fonctions, vous rendez service, vous participez à une équipe d'animation. Mais dans certains cas, ça ne sera pas forcément envisageable et là, c'est quelque chose qu'il va falloir faire quand même, donc au-delà de vos 35 heures horaires de travail semaine. Alors forcément, quand on est apprenti, on a droit à des congés. La formation est longue et il y a des temps qui seront prévus pour pouvoir le faire.
Et c'est la même chose dans le cadre des 40 heures qui sont consacrées à l'entretien des capacités physiques. Si vous avez un créneau au sein de votre club, par exemple de handball, où on fait du handfit, ça tombe bien, parce que vous allez pouvoir le faire à cet endroit-là. Si vous avez un créneau dans votre club de basket où on intervient justement avec du public dans une démarche de prévention santé, c'est super, vous allez pouvoir rester au sein de votre club, mais souvent on est amené à aller à l'extérieur. Donc voilà en ce qui concerne les contraintes horaires sur votre alternance. Pourquoi? Parce que cette alternance a un vrai temps d'apprentissage. Alors pour que ça soit un réel temps d'apprentissage, il faut mettre les mains dans le moteur, il faut se lancer, il faut se jeter, mais on a besoin d'être accompagné. On va être accompagné d'un tuteur si on est dans le cadre d'un parcours dit traditionnel ou d'un maître d'apprentissage si on est apprenti. Ce tuteur comme ce maître d'apprentissage, tous les deux, ils doivent posséder un niveau de diplôme équivalent ou supérieur au BPGEPS APT, qui est un diplôme de niveau 4, forcément dans la même dimension, dans le même champ d'activité qui est là le sport. Forcément, si on a un bac pro vente, ça n'a pas la même valeur là pour être maître d'apprentissage, forcément d'une personne ou d'un tuteur, pour être tuteur d'un stagiaire en formation. Donc ils doivent avoir un niveau de diplôme équivalent, et si jamais ils n'ont pas ce diplôme équivalent, il faut qu'ils puissent attester d'au moins 3 années d'expérience d'encadrement dans le champ des activités physiques pour tous, donc pas que dans un sport, dans plusieurs sports. Et dans ce cas-là, c'est nous, organismes de formation, avec l'appui du ministère, on va valider les profils de chacun. Alors, quel est son rôle du tuteur, le rôle du maître d'apprentissage? C'est un rôle d'accompagnement. Pour nous, c'est un vrai formateur de terrain. C'est quelqu'un qui est là pour transmettre de l'expérience, pour accompagner la personne. Souvent, les stagiaires nous posent la question, nous disent, qui je vais choisir? Et ils peuvent même des fois avoir tendance à aller chercher la personne la plus diplômée au sein de la structure. Nous, moi, j'ai envie de vous dire, il y a un diplôme, c'est important, c'est exigé. Mais la question, c'est quelle va être la disponibilité que va pouvoir vous apporter cette personne qui va vous accompagner. Et parfois, il est préférable d'avoir un meilleur feeling avec une personne et que cette personne soit plus disponible, peut-être avec un niveau de diplôme un tout petit peu inférieur, qu'une personne qui est surdiplômée mais qui n'est pas disponible et qui ne peut pas jouer leur vrai rôle d'accompagnement. Un tuteur, un maître d'apprentissage dans nos formations, ils ont des obligations, ils doivent participer par exemple à vos certifications, ce qui est normal. Ils doivent également venir vous superviser régulièrement sur le terrain, nous faire des comptes rendus. Donc, c'est quelque chose d'assez sérieux, même de très sérieux. Alors, dans le cadre des contrats d'apprentissage, une petite précision. Légalement, quand on signe un contrat d'apprentissage, il faut qu'il y ait, lors de la signature du contrat, un maître d'apprentissage qui soit désigné. Si jamais au sein d'un club, il n'y a pas de salarié, ce qui peut arriver, parce que le maître d'apprentissage doit être un salarié du club, il est possible que ce soit le président qui soit nommé comme étant maître d'apprentissage. Donc forcément, après, c'est quelque chose qui se réfléchit. Est-ce que le président sera là pour pouvoir vous accompagner sur le terrain? C'est souvent un peu difficile. Et dans ce contexte-là, on est parfois amené à désigner, en plus du tuteur, en plus du maître d'apprentissage, ce qu'on appelle des conseillers de stage. Ce sont des personnes qui sont capables de vous accompagner lorsque le tuteur n'est pas là pour pouvoir vous superviser, vous apporter leur aide. Tout simplement parce que, je ne sais pas, si le tuteur c'est le responsable du service des sports, il ne peut pas être derrière vous tout le temps sur le terrain, mais il peut tout à fait, on peut désigner, par exemple, des éducateurs de la ville comme étant des personnes qui allont vous accompagner de l'autre côté. C'est quelque chose de fondamental. L'alternance, elle est vraiment au cœur de la formation. J'y reviendrai tout à l'heure. On va travailler sur beaucoup de créneaux d'analyse de pratique sur votre alternance pour faire émerger les savoirs de terrain. Et puis, cette alternance, elle est plus qu'au cœur de la formation, parce que si vous avez bien suivi la vidéo précédente avec toutes les certifications qu'on a évoquées, elles sont toutes en lien avec ce que vous allez faire sur le terrain. Le projet d'animation de la certification UC1 et 2, il va devoir être réalisé. Les cycles d'intervention de l'UC3A et B, ils vont devoir être réalisés. Et puis, la séance faite en UC4, elle va devoir l'être aussi. Donc, l'alternance, c'est un vrai moteur d'apprentissage et c'est une place à part entière dans l'ensemble des formations BPGEPS et également dans celle-ci.